Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition Business Challenge. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre émission consacrée à l'économie et à l'entrepreneuriat au Niger. Dans cette édition, nous allons vous parler de finances. Nous allons également vous proposer des parcours inspirants, des modèles à suivre dans notre économie. Et nous allons vous parler aussi du rôle et de la place des femmes dans l'économie nigérienne, en parlant de quelques modèles de femmes qui se démarquent à travers l'entrepreneuriat dans différents domaines et dans différents secteurs de notre économie. Chers téléspectateurs, comme je le disais tantôt, nous vous proposons pour ouvrir cette édition d'aller avec nous au cœur d'un événement organisé par Exim Bank qui a rencontré les acteurs du milieu financier nigérien et des opérateurs économiques pour leur présenter des solutions de financement. Le financement, c'est l'un des enjeux importants dans beaucoup de secteurs d'activité, surtout pour les PME, mais également pour les grandes entreprises lorsqu'il s'agit d'investir pour booster des activités. Vous allez voir les échanges qui ont eu lieu entre les responsables d'Exim Bank qui étaient en mission à Niamey le 26 février dernier et les acteurs du secteur bancaire financier du Niger, mais également en présence des opérateurs économiques. L'exportation des produits et l'accès au financement des projets locaux restent un défi majeur pour les entreprises et institutions nigériennes. Pour répondre à cette préoccupation, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, multiplie les rencontres avec les institutions de crédit et les opérateurs économiques. C'est dans ce cadre qu'une mission de la banque a séjourné à Niamey, où elle a rencontré les banques et les opérateurs économiques le 26 février 2025 pour les entretenir sur ces solutions de financement pouvant être adaptées aux besoins du marché nigérien. La banque existe depuis une trentaine d'années et on a connu vraiment une croissance assez exponentielle. En 10 ans, donc en 2010 et 2023, le total bilan a été multiplié par 17 à 33,5 milliards de dollars, ainsi que le niveau de prêt à 26,7 milliards de dollars. Les fonds propres ont été multipliés par 13 à 6,1 milliards de dollars. C'est pour ça qu'on vous disait que le but d'Afreximbank n'est pas de faire de la compétition aux banques locales, mais plutôt de les accompagner pour aider au développement en fait, du continent. À travers cette présentation, les banques, institutions de crédit et opérateurs économiques ont découvert plusieurs instruments financiers mis à disposition par Afreximbank. Ces derniers, composés de lignes de crédit, des garanties de paiement et des solutions adaptées au commerce intra-africain, sont destinés à accompagner les entreprises et institutions bancaires dans leur développement. La question est quel peut être le lien entre Afreximbank et les opérateurs économiques en termes de réalisation des projets? On a le deuxième volet que nous on appelle Export Development. Alors Export Development, c'est on accompagne les opérateurs économiques sur l'industrialisation en fait de l'Afrique. Donc c'est la promotion en fait de la transformation sur le terrain. Pour vous prendre un exemple concret, on a accompagné il y a des années en arrière en Côte d'Ivoire une entreprise qui ne faisait qu'exporter du cacao à l'époque. Et on les a accompagnés sur le chemin en fait, de la transformation jusqu'à la production de chocolat. Nous, on travaille avec la Banque agricole au Niger. Et aujourd'hui, donc, ma question est si on a une grosse commande, on veut passer par la Banque agricole pour aller vers l'export. Comment ça se passe concrètement pour que nous, on puisse demander et bénéficier de l'accompagnement de la banque? Sur le plan pratique, la Banque agricole nous approchera pour demander une forme de liquidité. Et pour nous, ce serait important si votre commande à elle seule pourrait utiliser tout le financement, ou parfois ce qu'on voit, surtout dans la région, c'est que les banques nous approchent avec 3, 4, 5 clients parce que justement, ils veulent le volume. Donc, sur base de ça, nous aurons évidemment, vous serez parmi au fait des sous-emprunteurs dans ce financement. On fera l'analyse sur la Banque agricole. Et sur base évidemment de notre analyse, on financera la Banque agricole pour qu'ensuite elle puisse vous accompagner. Quelle solution vous avez à nous proposer pour financer toute cette chaîne de valeur afin d'assurer la sécurité alimentaire? Parce que je pense que cela est une priorité pour tous les États actuellement, la sécurité alimentaire. Quelle est la solution que vous pouvez nous proposer? Pas pour aider uniquement l'agriculteur, mais toute la chaîne de valeur, du petit paysan, comme je dis, jusqu'à l'industrialisation des produits.
On a plusieurs produits qui peuvent accompagner différentes phases de l'agriculture. Maintenant, ce serait à nous de nous mettre ensemble pour avoir peut-être une ligne globale qui pourrait permettre à ce qu'on ait ces produits. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous parlez de la partie primary, donc du petit paysan jusqu'à ce que peut-être qu'il puisse avoir la récolte. Nous, on ne le fait pas, mais évidemment, vous pouvez peut-être le faire en ayant besoin d'une forme de liquidité. C'est à nous maintenant de réfléchir. Est-ce que le programme dont je vous ai parlé de Trade Loan pourrait répondre à ça? Il faudrait maintenant qu'on regarde dans ce programme parce que ce qu'on fait, ça couvre le pre et le post-import. On a aussi aujourd'hui les prêts, par exemple, à moyen terme qui permettent à ce qu'au niveau de la transformation, que vos clients soient en mesure d'avoir l'équipement nécessaire. Est-ce que ça pourrait couvrir cela? Ce qu'il faut faire, c'est avoir une facilité, mais une facilité dans laquelle a des limites qui vous permettent de financer au fait la chaîne de valeur. Les échanges ont permis aux participants de mieux comprendre les mécanismes d'intervention d'Afreximbank et les conditions d'accès au financement. Des préoccupations relatives aux critères d'éligibilité et la mise en œuvre des solutions présentées au Niger ont été soulevées. À travers cette mission, Afreximbank entend étendre sa collaboration et offrir plus de solutions de financement aux banques et établissements financiers du Niger et par la même occasion faciliter les activités des opérateurs économiques locaux. Une opportunité pour dynamiser le commerce et l'investissement dans le pays. Chers téléspectateurs, dans cette deuxième partie de Business Challenge, nous allons partir à l'université Abdou Moumouni de Niamey, plus précisément au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion. Nous allons partir ensemble participer aux échanges dans le cadre de l'initiative de la faculté, une initiative mensuelle où chaque mois, la faculté des sciences économiques et de gestion reçoit une personnalité pour parler de son parcours. Et cette fois-ci, nous allons partir à la découverte du parcours de Assoumana Malam Issa, un acteur connu dans notre environnement puisqu'il a été ministre de la Renaissance culturelle sous la 7e République, mais c'est aussi un professionnel qui accompagne les entreprises, les entrepreneurs, surtout dans le domaine du développement des compétences. Nous allons écouter son parcours inspirant, surtout la face cachée de son parcours, j'allais dire, puisqu'il est plus connu comme politique qu'expert dans le domaine des ressources humaines. Et c'est ce qu'aujourd'hui, il va nous dévoiler à travers la conférence Partage d'expérience qui s'est déroulée à l'université Abdou Moumouni au sein de la faculté des sciences économiques et de gestion. A tout de suite. Environ 30 étudiants en gestion des ressources humaines et quelques enseignants-chercheurs étaient réunis autour d'une éminente personnalité pour tirer de ses expériences en lien avec la gestion des ressources humaines et la politique au Niger. Malam Issa Assoumana a été l'invité de la 4e édition de partage d'expérience tenue le mercredi 26 février 2025 à Niamey. Une conférence mensuelle qu'organise la faculté des sciences économiques et de gestion, la FSEC de l'université Abdou Moumouni de Niamey, afin de permettre aux étudiants d'avoir une orientation managériale de l'avenir. Mesurant l'impact de ce type d'initiative pour les étudiants de la dite faculté, le doyen de la faculté rappelle les quelques buts spécifiques visés par la conférence mensuelle dénommée Partage d'expérience. En fait, cette activité que nous avons appelée Échange d'expérience consiste à faire venir, à inviter des professionnels pour pouvoir rencontrer nos étudiants. Les étudiants sont soit des licences professionnelles, soit des masters professionnels. Ça consiste à échanger avec le professionnel sur sa vie, son parcours professionnel et des fois même ça va déboucher sur son parcours personnel. Et ça permet aussi à l'étudiant d'être en contact avec le professionnel pour qu'il lui dise quelles sont les difficultés qu'on rencontre, quelles sont les opportunités qu'on peut saisir au niveau du métier qu'il est en train de se préparer. Avec une grande expérience en gestion de la formation professionnelle, Assoumana Malam Issa a partagé son parcours professionnel et ses challenges avec les participants afin de leur offrir l'opportunité d'interagir et d'avoir plus de précision sur des aspects qui leur paraissent complexes.
Fruit de l'ancienne faculté des sciences économiques et juridiques, l'invité du jour avait obtenu une maîtrise en gestion des entreprises avant de suivre d'autres voies lui permettant de décrocher son tout premier emploi en tant que chef d'agence d'une compagnie aérienne. On m'avait recruté comme chef d'agence de l'agence principale. La compagnie s'appelait Air Inter Niger. On faisait des vols à l'intérieur du pays et à l'extérieur du Niger. Et un an après, j'ai eu une opportunité, j'ai postulé pour un autre poste et je suis allé pour la création d'une structure qui s'appelait Entreprendre au Niger. Un an après, on m'a chassé. Et c'est vrai. Donc j'ai traversé une période de 3 ans pratiquement sans boulot fixe. J'ai évolué seul jusqu'en 2001-2002 où j'ai eu la bourse pour aller faire le master au CESAC, le 2SS. Quand j'étais revenu en 2004, j'ai continué en tant qu'indépendant et en 2006, j'ai été recruté par la Chambre de commerce comme directeur du Centre national de perfectionnement à la gestion. 2006 à 2011, j'ai dirigé le CNPG et il semble, selon ce que les gens disent, j'ai laissé quelques empreintes là-bas. Déjà en 2004, j'avais un pied dans le professionnel, un pied dans la politique. J'ai été conseiller municipal. Puis en 2011, j'ai été élu député, donc j'ai quitté le CNPG. J'ai fait un mandat de 5 ans jusqu'en 2016. J'étais revenu pour retourner à la Chambre de commerce. 3 semaines après, on m'a nommé ministre de la Renaissance culturelle, porte-parole du gouvernement, jusqu'en 2016. Aussitôt après, j'ai été repris par la Chambre de commerce. Je suis resté à la Chambre de commerce jusqu'à aujourd'hui où je suis conseiller du président de la Chambre de commerce. Et parallèlement, j'avais eu la chance d'être nommé comme président du conseil d'administration de la BIA Niger. Et là, entre-temps, j'avais pris une inscription. Je suis admis à un 2SS en finance islamique au niveau de l'université de Saï et un certificat d'administrateur banque et finance au Maroc. Le partage d'expérience s'est ensuivi d'une séance de questions-réponses objectives qui ont contribué à enrichir l'assise. Ouvert à la discussion, l'invité a répondu avec souplesse aux questions de curiosité des participants, questions ayant permis de tirer plein de leçons. Comment vous menez votre vie à ce stade-là, étant un travailleur sans salaire? D'abord, je dis comment j'ai été chassé. J'étais à Air Inter Niger et j'ai vu une annonce où on recrutait des jeunes Nigériens comme encadreur d'une structure qui va s'occuper d'accompagner la création d'entreprises au Niger. C'est un test qui est fait pour recruter 3 personnes. Et on est censé avoir le résultat au bout d'1 mois. Lorsqu'ils ont fait les tests, il s'est avéré qu'un jeune banquier et moi étions les meilleurs, selon ce qu'ils ont dit. On voulait 3. Et nous, 5 avions été recrutés. Pour faire l'arbitrage, le PNUD a exigé qu'en plus des 3 personnes qu'il faut recruter, on a recruté les expérimentés, il faut nous ajouter lui et moi comme encadreurs juniors. Des postes qui n'étaient pas prévus dans le recrutement. Et c'était là que partit le conflit. Puisque lorsqu'on est venu travailler avec les autres, et vous savez, au début des années, vers la fin des années 90, l'informatique n'était pas développée. Donc c'est lui et moi et une 3e qui était de la FCG aussi, qui faisions le travail sur les ordinateurs, qui faisions le travail. Et là, c'était devenu compliqué, puisque au bout de 4-5 mois, on nous a imposé des fiches d'évaluation. Il faut que tu dises ce que tu as fait par semaine. Et donc, pendant que nous travaillons pour atteindre nos objectifs, les aînés qui ne maîtrisent pas l'informatique nous appellent pour faire leurs travaux. Et c'est là que, bon, vous voyez, quand vous avez le sang un peu chaud, ça ne marche pas. Moi, j'ai ouvertement dit que non, je ne peux pas faire mon travail et celui de quelqu'un d'autre. Au bout de 10 mois, parce que c'est la durée du contrat, le blanc qui s'occupait m'a fait venir, il m'a dit, bon, c'est pas facile de travailler avec des universitaires, vous êtes bon, mais on ne peut pas renouveler votre contrat. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai été chassé. Ce n'est pas parce que j'étais pas bon, mais parce qu'il y avait des conflits que je provoquais, peut-être naïvement par ma jeunesse ou bien par autre chose, mais les conflits ont fait que je ne suis pas resté à entreprendre au Niger. Et là, par hasard, dans une banque, j'ai croisé un monsieur. Il dit, tu fais quoi maintenant? J'ai dit, je fais rien. Il dit, mais viens, on va travailler ensemble, trouve de l'argent, on va travailler ensemble. J'ai une entreprise. J'ai dit, mais parce que je vais trouver de l'argent? Moi, je n'ai jamais travaillé plus d'1 an. Il me dit, non, viens. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Il dit, bon, viens, si tu veux, tu restes avec moi, chez moi, on travaille. Si ça marche, je te fais un salaire. Mais pour le moment,
tu restes chez moi, tu vis chez moi, mais je ne te donne rien. Et il m'a nommé comme gérant de l'entreprise. Mais entre-temps, je fais mes petites bricoles, je faisais des carnets de reçus. Quand je viens, il y a des amis qui ont leur petite unité, je prends une commande de carnet de reçus, quelque chose qui coûte 22 000, je fais ça à 30 000, j'ai 7 000, ainsi de suite, pendant les 3 ans. C'était comme ça qu'on bricolait, et ce qu'on gagne, c'est pas une. Et donc, je surveillais les chantiers. Espérant mieux faire dans leur future carrière professionnelle, les étudiants ont souhaité avoir plus d'orientation pour pouvoir obtenir les résultats significatifs. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, quel serait selon vous l'avenir du métier de RH? Avec tous les défis qu'on pose et que relève l'intelligence artificielle, il y a fort à craindre que ça ne remplace l'humain. C'est, je crois, ça la crainte de celui qui m'a posé la question. Mais bon, l'homme sera incontournable jusqu'à la fin du monde. Il y aura certainement quelques petits aspects qui vont lui échapper, mais l'homme, c'est lui qui manipule les outils qui nous font utiliser l'intelligence artificielle. Il restera le détenteur du savoir, du plus grand savoir qui va permettre à l'homme, avec le grand H, de se sauver. Et donc, n'ayez pas peur, la fonction RH restera une fonction indispensable tant que la vie sur Terre est là. Nous n'aurons rien à craindre, Inch'Allah. Ayant occupé un poste politique au Niger, l'assistance a souhaité également avoir des éclaircissements sur un des programmes politiques sur lesquels l'ancien ministre avait travaillé. Vous avez été ministre de la Renaissance culturelle. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que la culture a pu renaître? Pour la Renaissance culturelle, ce n'est pas la culture. Ce n'est pas intrinsèquement la culture. Mais je vous dirais ce que j'ai fait pour la culture lorsque j'étais ministre. Mais la Renaissance culturelle, il s'agissait de travailler pour faire naître un Nigérien nouveau, qui a un nouveau type de réflexion, un nouveau type de comportement, un nouveau type de mentalité. Et ce que nous avions réussi à faire au bout de 3 ans, c'est de proposer un programme. Il est disponible, il est public. Dans ce document-là, on a fait un diagnostic. Qu'est-ce qui nous empêche de changer? On a recensé tous les mauvais comportements et toutes les valeurs qu'il faut promouvoir. Et on a fait un programme en identifiant les acteurs. Et il fallait parallèlement faire des actions qui vont rappeler ceux qui ont posé des actes positifs. On a fait une proposition des ambassadeurs de la Renaissance. Il s'agissait de tous ceux qui ont fait quelque chose de positif au Niger. Mais pour la culture, là, en 2009, il y a eu une ordonnance qui a créé, qui a adopté la politique nationale de la culture. Et l'ordonnance avait prévu 11 textes à adopter pour supporter la culture. Les textes là, je les ai trouvés dans une clé USB en 2016. Et lorsque j'ai quitté le ministère, tous ces textes ont été adoptés. C'est à l'époque qu'on a créé l'Institut national des arts, qui est là au CFPR, la Bibliothèque nationale, le statut des artistes. Tous ces supports-là qui peuvent permettre de promouvoir la culture étaient faits à l'époque. Et on a réussi à instaurer un dialogue positif entre les acteurs culturels et nous. Je souhaite avoir quelques motivations pour nous qui sommes en formation en gestion des ressources humaines, surtout dans la situation actuelle du pays. Oui, c'est vrai, il y a tellement de problématiques, tellement de défis à relever en matière de gestion des ressources humaines. Les conseils que le théoricien que je suis peut donner peuvent être différents de ceux qu'un praticien qui fut RH dans une entreprise peut donner. C'est le conseil que je peux donner aux étudiants. Moi, franchement, je leur dis de ne pas se décourager. Mais le travail qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous-même vous contribuiez à la promotion de la fonction. Donc j'aimerais savoir, sur le plan professionnel, quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez eu à faire pour les surmonter? Nous avons été dans un gouvernement qui venait d'être nommé juste 1 an après l'avènement de Boko Haram. Vous comprenez que c'est en 2015 que Boko Haram s'est avéré menaçant et réel sur le terrain. Et vous vous rappelez que le plus grand défi, c'est le financement
notamment de la défense. Donc les questions budgétaires ont été les plus cruciales pour nous. On n'avait pas toujours les budgets pour les actions qu'on a programmées parce qu'il fallait les réorienter. Pendant qu'il faut faire attention à l'éducation, pendant qu'il faut faire attention à la santé, il faudrait redoubler d'efforts pour prendre en charge les questions de sécurité. Et là, vraiment, des investissements ont été réorientés. Donc, s'il y a une difficulté que je note, c'est beaucoup plus une question de financement qu'autre chose. La 4e édition de partage d'expérience a été marquée par une remise d'un certificat de participation à l'invité du jour. Les appréciations des administrateurs sur la qualité de la conférence et son importance pour les étudiants étaient satisfaisantes. En tant que coordinateur de ce programme qui a été conçu pour offrir à la jeune génération une filière aussi porteuse comme la gestion de la ressource humaine, dans le programme en tant que vacataire, et encore donner beaucoup plus de courage pour les étudiants pour qu'ils espèrent dans le lendemain. Et si on voit des talents comme le ministre revenir, donc ça ne peut que donner de la perspective aux étudiants de ce domaine-là pour pouvoir y croire que le lendemain y est devant. Les étudiants ont aussi exprimé leur satisfaction aux initiateurs de la séance partage d'expérience, tout en invitant les autres étudiants à y prendre part de temps à autre. Le partage d'expérience est très intéressant parce que, mine de rien, le ministre il a un parcours impressionnant et en fait ça permet de se projeter dans l'avenir. Ça booste en quelque sorte, ça nous motive. Je pense que chacun devrait participer au moins une fois au partage d'expérience parce qu'on se retrouve souvent dans le parcours des anciens, ce sont nos parents et ils ont vécu beaucoup de choses, ils ont plus d'expérience. Et ça permettrait en fait d'éviter beaucoup de choses. Parce qu'en discutant avec eux, on peut éviter des pièges dans lesquels eux ils sont tombés. Chers téléspectateurs, changement de décor pour finir cette édition Business Challenge, c'est notre chronique Business Challenge. Et dans cette chronique, cette fois-ci, actualité oblige, nous allons parler de l'entrepreneuriat des femmes. C'était le 8 mars, et le 8 mars, le monde entier a célébré la journée internationale des droits de la femme. Au Niger aussi, nous avons célébré cette journée. Et dans Business Challenge, nous profitons de cette occasion pour rendre hommage aux femmes qui impactent l'économie nationale. Comme l'a dit un penseur, à travers le monde, les femmes constituent une force qui transforme les économies. Au Niger, ça se voit de plus en plus, l'engagement des femmes dans l'entrepreneuriat. Il suffit de voir pendant des grands événements, que ce soit le 100% Made in Niger, qui se tient depuis quelques années maintenant, que ce soit pendant le SAFEM ou pendant le Sahel, vous allez voir toutes les innovations qui apparaissent, qui sont mises en évidence au grand jour. C'est essentiellement la créativité et le génie des femmes du Niger qui se révèlent dans différentes occasions. Mais il y a aussi des initiatives beaucoup plus discrètes qui se font dans les maisons, qui se font à travers le e-commerce, qui se font à travers les marchés. Ces femmes qui sont souvent dans l'ombre, mais qui apportent beaucoup à leur famille, qui apportent beaucoup à leur entourage et qui contribuent aussi à créer des emplois dans notre économie. Nous devrons leur rendre hommage et je pense qu'il est important que toutes les stratégies qui ont été réfléchies soient encore revisitées pour davantage accompagner les femmes dans le processus de l'entrepreneuriat. Bien souvent, leur parcours entrepreneurial est beaucoup plus difficile que celui des hommes parce que être femme et être entrepreneur, c'est déjà un double défi. Double défi dans le sens où les pesanteurs sociales sont aujourd'hui encore plus pesantes sur les femmes que les hommes et aussi les moyens d'accompagnement sont quelquefois plus disponibles pour les hommes que pour les femmes, que ce soit pour l'accès au financement, pour l'accès au foncier, pour l'accès aux technologies, autant de domaines dans lesquels il faut penser à rendre l'accès plus facile aux femmes pour booster l'économie nationale. Et je ne finirai pas cette émission sans rendre hommage à des femmes venues dans le cadre de Business Challenge que nous côtoyons assez souvent à travers leurs initiatives, à travers leurs activités et dont nous connaissons l'impact et l'ampleur de ce que ces femmes réalisent. Je m'en vais vous donner quelques noms. Par exemple, dans le domaine de l'industrie de transformation du lait, vous avez Madame Meida qui, depuis plus de 30 ans, est sur le terrain, a mis en place une entreprise qui aujourd'hui compte au Niger et peut-être même au-delà. Vous avez aussi Madame Johnny
qui a la laitière du Sahel, qui elle aussi est une pionnière. Les deux constituent les femmes les plus emblématiques dans leur secteur. Dans l'agroalimentaire, beaucoup de femmes aussi se distinguent, en tout cas à travers l'équipe de Business Challenge, des Agri Challenge. Nous avons souvent rencontré ces femmes. Je vais parler de Mme Nasser Echetou, l'héritière qui a repris l'entreprise familiale Ainoma. Je vais parler aussi de Nafissa Amidou, qui a lancé une entreprise dans le domaine de l'aliment bétail. Et nous savons comment ce domaine est important dans notre pays, puisque l'alimentation du bétail est un levier important dans le secteur de l'élevage. Nous avons également, parmi les femmes, à saluer Mme Pauline Draman, qui a été aussi assez novatrice dans le domaine de la production du compost. Le compost qui, aujourd'hui, est un engrais biologique très recommandé dans l'agriculture. À un moment, Pauline rêvait de produire du compost, d'accompagner la production du compost un peu partout au Niger. Nous parlerons aussi de Mme Keifi à Fanta House. Fanta House est une entreprise qui a eu souvent des prix dans le cadre du Sahel et qui s'est distinguée dans la transformation de nos céréales locales et aussi dans beaucoup de produits de l'agriculture. Nous parlerons également de Mme Mele Falmata, qui a l'entreprise Far'a dans l'agroalimentaire, tout comme de Mme Garba Memouna, qui a émis l'équipe de Challenge FM à travers son parcours, son histoire et surtout son bébé qu'elle a porté et qu'elle porte toujours, son entreprise qui s'appelle Mafari. Nous ne finirons pas de parler de ces femmes sans parler aussi des femmes qui se distinguent dans d'autres secteurs cruciaux de l'économie nationale, comme dans le domaine de la finance. Nous parlerons par exemple de Raki Moussa, qui a fondé Asusu SA, et nous savons ce qu'Asusu SA a été pour ce pays, pour le Niger. Puis plus tard, elle a également mis en place 2M Invest, qui accompagne sur le plan financier et non financier les jeunes et les femmes. Et aujourd'hui, avec le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, elle continue à servir son pays sur d'autres créneaux. Et nous parlerons également de Mme Ana Issatou Ango, qui est la première femme directrice générale de banque au Niger, notamment en prenant la tête de la BIA, tout comme tout récemment la Bagri, qui voit arriver à sa tête une femme, Mme Moussa Boussi Mariama, la première directrice générale de banque aussi au niveau de la Bagri, et aussi au niveau de la succursale de la Banque régionale des marchés. Nous allons saluer aussi le rôle que joue Ousseini Sakinatou Barmou. Pour nous, Business Challenge, nous pensons que s'il y a des modèles féminins à suivre dans l'entrepreneuriat au Niger, ces femmes dont nous venons de parler et bien d'autres que nous ne connaissons pas peuvent constituer aujourd'hui des exemples à vulgariser partout au Niger pour inspirer les jeunes filles nigériennes et la prochaine génération de femmes entrepreneurs du Niger. J'espère que cela va se faire et qu'à travers nos politiques publiques, nous allons davantage promouvoir le rôle et la place des femmes dans notre économie, car nous ne pouvons pas construire un pays si la moitié de la population, ou plus que la moitié, son rôle n'est pas suffisamment mis en valeur et reconnu. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition Business Challenge. C'est la fin de l'émission. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition Business Challenge. Et bon Ramadan à toutes et à tous. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.